Pourquoi, mais oui, pourquoi fabrique-t-on de fausses informations en politique? Pourquoi Donald Trump, comme bien d'autres responsables politiques d'ailleurs, ont-ils recours à ce type de procédé encore aujourd'hui? Est-ce vraiment quelque chose de nouveau? Ces méthodes existent en réalité depuis bien longtemps. À la fin des années 20, déjà, un canular créé par l'Action française invente de toutes pièces un peuple d'Europe de l'Est, les Poldev. Des lettres sont envoyées à des députés français, surtout de gauche, pour leur demander de soutenir ce peuple présenté comme opprimé par des propriétaires terriens. Mais ce peuple n'existe pas. L'affaire est ensuite révélée publiquement pour ridiculiser les élus qui ont répondu. Alors que révèle ce canular du rapport entre le vrai et le faux en politique? Et au fond, le fait que ce peuple n'existe pas suffit-il vraiment à discréditer les députés qui ont voulu lui venir en aide? Un historien ce soir pour nous éclairer et nous en parler, Christophe Granger. Bonsoir. Bonsoir. Historien, je le disais, sociologue également, membre du laboratoire Printemps, maître de conférence à l'université Paris-Saclay. Vous signez aux éditions La Découverte. Ceci est un canular, les Poldev, l'extrême droite et la politique du faux. Un ouvrage qui apparaît le 5 mars. Merci d'être avec nous ce soir dans Question du soir. In Springfield, they're eating the dogs, the people that came in. À Springfield, ils mangent les chiens. Les immigrés, ils mangent les chats. Ils mangent les animaux de compagnie des gens qui vivent là-bas. Voilà ce qu'il se passe dans notre pays. C'est une honte. Il y a quelques jours, j'ai dit que les fake news étaient les ennemis du peuple. Et c'est ce qu'elles sont, les ennemis du peuple. Je veux que vous sachiez que nous combattons les fake news. Tout est faux. Archi faux. On a reconnu Donald Trump, évidemment, est dans un retournement assez aberrant. D'abord, il exprime une fausse nouvelle, une fake news, et par ailleurs, il se fait lui-même le premier des combattants contre les fausses nouvelles. Alors, comment ce retournement est-il possible, Christophe Granger? D'abord, est-ce qu'au regard de l'histoire, c'est une chose classique? Alors classique, c'est toujours difficile de comparer à distance, mais classique, oui, et en tout cas dans cette frange de la droite radicale et de l'extrême droite. Alors il faudrait comparer avec ce qu'on a chez nous aussi. C'est un outil politique, c'est un instrument politique de perversion du débat public et en l'occurrence, l'extrême droite d'entre-deux-guerres visait plutôt une veine antidémocratique, alors que celle-ci détruit la démocratie de l'intérieur. Mais l'usage de ces fausses nouvelles ou de ces canulars tels qu'ils étaient montés est quelque chose de très classique en politique, oui. Donc, c'est pas, contrairement à ce que l'on dit, ce que l'on entend parfois, les fausses nouvelles, une création des réseaux sociaux? Non, en l'état, non. Et d'abord parce qu'on a beaucoup d'exemples de canulars ou de fausses nouvelles qui ont existé préalablement, et puis ensuite parce que l'utilisation des nouvelles ou des fausses nouvelles fait partie de notre jeu politique depuis très longtemps. Si on revient en France, ça existe depuis très longtemps. Au moins depuis le canular Poldev dont je parle, mais préalablement, il y a aussi d'autres exemples, puis ensuite, il y a eu d'autres exemples de canulars. Donc ça fait partie, moi je dirais, sans chercher une filiation à tout prix, ça fait partie plutôt d'une forme, d'un outil politique qui a servi à construire, à déconstruire le jeu politique en France. Voici ce que vous écrivez, Christophe Granger, cette politique du faux telle qu'elle s'épanouit au sein des extrêmes droites et des droites autoritaires participe d'un travail de redéfinition du jeu démocratique. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? En réalité, plusieurs choses déjà. L'une des principales, c'est il faut faire attention à ce qu'on dit, et je pense que le piège, parce qu'il y a un piège dans le canular, mais il y a aussi un piège dans l'interprétation du canular et dans son interprétation de l'interprétation, et ainsi de suite. Donc il y a des pièges partout, et on se retrouve à se dire que finalement il y aurait un camp de la vérité, un camp du mensonge. Et ce qui est le plus fortement en jeu à travers ces formes-là de détournement du discours public ou de fausses nouvelles et autres, c'est plutôt la transformation de la façon dont on est attaché à ce qu'il existe des vérités ou des mensonges, et le fait que à partir de ça on puisse construire un débat public. C'est pas seulement construire du faux et pas seulement dégrader du vrai, c'est se débarrasser de la possibilité qu'il y ait du vrai et du faux, et que ça serve à quelque chose en politique de se référer au vrai et au faux. Et donc dans cette mesure-là, c'est une forme d'atteinte à la démocratie beaucoup plus profonde que ce qu'on entend autour de le mensonge serait construit à droite ou à l'extrême droite, la vérité serait à gauche. Ça fonctionne pas comme ça en réalité. Et il me semble on en est certain. Est-ce que ça dégrade aussi, j'allais dire même la possibilité même d'un dialogue démocratique, de l'existence d'une
une conversation commune? En réalité, ce que ça fait, c'est que ça situe le jeu politique à un endroit qui se passe de ce genre de catégories, le vrai et le faux. Donc, c'est pas seulement que ça défait le débat public, la possibilité du débat public, c'est que ça rend possible le fait de, ce qu'on a entendu avec Trump, la possibilité de dire faux, et que finalement, ça n'ait pas d'importance. Et c'est ça qui est profondément difficile à cerner et extrêmement piégeux du point de vue du jeu politique. Alors faisons de l'histoire grâce à vous, Christophe Granger. Racontez-nous qui sont les Poldev, ce peuple inventé de toutes pièces. Oui, alors c'est la pire question qu'on puisse poser. Qui ils sont, puisque précisément ils n'existent pas. Mais ce qui est intéressant, c'est que il faudrait s'imaginer qu'on n'ait pas parlé du canular et qu'on tombe sur ces fameuses lettres. C'est-à-dire il y a un peuple qui s'appelle les Poldev, donc avec une espèce de... On est en 1929, hein, avec une sorte de crédibilité dans le nom, puisqu'on est à un moment après la Première Guerre mondiale de recomposition, l'éclatement des grands empires austro-hongrois et autres, et de la recomposition des nations, mais aussi des minorités nationales, la question des minorités nationales, et qui font émerger dans le débat public tout un tas de peuples dont en France on a plus ou moins entendu parler, certains oui, mais d'autres pas du tout. Et Poldev, ce que dira son auteur, donc Alain Mélez, c'est un mélange de moldave, de polonais et de slovène, mélange à l'oreille. Et ça rend ce peuple-là crédible. Et il le présente comme étant un peuple, comme étant une minorité en réalité, une minorité à l'intérieur d'une nation qu'il ne définit pas et qui serait opprimée. Et parce qu'elle est opprimée, elle se tourne notamment vers les députés français, pas pour obtenir de l'argent, mais pour obtenir, alors, il passe beaucoup de temps à dire on ne veut pas de l'argent, on ne veut pas d'argent, pour obtenir un soutien, pour pouvoir ensuite faire une procédure auprès de la SDN à Genève. La Société des Nations. La Société des Nations, dans le cadre du droit des minorités en réalité. Donc c'est un peuple crédible, souffrant, malheureux, opprimé, et un comité de défense se serait constitué à l'intérieur de ce peuple et qui s'adresse à des députés français qui leur écrit pour obtenir leur aide. D'abord, dans un premier temps, parce qu'il y a 2 lettres en réalité, c'est là aussi où quand on rentre un peu dans le canular, dans un premier temps, sur un mode assez classique d'une missive qui... Voilà. On va y venir à cette missive, pardonnez-moi de vous couper, je voudrais juste un instant rester justement sur ce peuple inventé, ce peuple imaginaire, victime d'esclavage, de supplices, de famine, tout y passe. Qui a l'idée justement de créer ce peuple? Quel est cet homme dont vous avez mentionné le nom? Alors, il s'appelle Alain Mélez, et ce qui est très intéressant, c'est qu'à ce moment-là, il a été plein de choses dans sa vie, comme souvent, et il y a 2 choses intéressantes. Alors, c'est un vieux militant de l'Action française des débuts, l'Action française naissant à la fin du 19e siècle. Lui, il est militant d'abord à Rennes, puis ensuite à Paris. Puis il rencontre Maurras, il est fan de Maurras, il écrit... il se retrouve à être... il est camelot du roi dès le départ, et donc plutôt bagarre de rue, plutôt action coup de poing et ainsi de suite, qui lui valent de la prison. Et qui, à l'intérieur de l'Action française, est un titre de noblesse. Passer par la prison, c'est devenir un militant notable, ça fait partie du parcours. Ça fait partie du parcours. Et donc, il est repéré par Maurras, qui lui propose de rejoindre le journal L'Action française, et donc il devient journaliste, et il devient notamment, après la Première Guerre mondiale, journaliste spécialiste des traités, de tous les traités de paix, et de ce qui concerne aussi la Société des Nations, et ainsi de suite. Donc il se retrouve à la fois à être un militant qui a acquis cette forme du saccage et de destruction anti-républicaine de la lutte qui peut être une lutte physique, et en même temps des outils qui sont ceux des mots, qui sont ceux de la capacité, il a été aussi traducteur pendant la Première Guerre mondiale, qui sont la langue comme arme, la possibilité de jouer avec la langue pour détruire l'ennemi, autant que ce qu'on peut faire à travers le coup de poing. À propos de cette langue, alors, je voudrais vous faire entendre une lecture de cette lettre canular des Poldev. Comité de défense Poldev, 18 mars 1929. Honoré Monsieur le député, c'est un cri à votre pitié et à votre justice que nous faisons entendre en vous suppliant de laisser toute votre attention sur les choses qui suivent. En plein siècle de lumière et de droit, près de 100 000 infortunés Poldev, esclaves modernes, allaitent sous le joug de quelques dizaines de grands propriétaires terriens. Femmes, vieillards, enfants, parce que les hommes travaillent dans d'autres pays, mènent une vie misérable de bêtes. Aucun secours pour eux si leur délivrance ne vient pas de la conscience mondiale que nous venons chercher dans votre cœur.
dans ce commencement du XXe siècle qui a vu éclater grandiosement le triomphe de la paix perpétuelle et de la fraternité à toujours, il faut effacer les dernières tâches immondes. Oh, merci, honoré monsieur le député, pour votre réponse qui ira à Genève avec celle des autres collègues du Parlement de la Grande France de la Révolution. Cette lettre est envoyée, Christophe Granger, aux députés, à certains députés, on va y revenir, c'est important, certains députés de gauche français, pour venir en aide, porter secours politiquement déjà à ce faux peuple Poldev. Comment est-ce que vous analysez le ton, le registre de cette lettre qui est quand même très exagéré et particulier à la fois? Alors très exagéré, c'est-à-dire c'est censé remplir un office particulier qui est celui d'un peuple qui s'adresse, enfin qui parle pas spécialement bien le français et qui s'adresse aux députés français. On est dans l'ultra-commisération quand même. Oui, complètement, mais qui fait partie de l'exercice, Pourquoi s'adresser aux députés français? Ce qu'il faut regarder aussi, c'est tous les clins d'œil, toutes les allusions qui font partie de cette langue, vous parlez de commisération, une forme de compassion qui est utilisée, de l'humanitarisme autour de la conscience mondiale. En fait, on peut relever plein d'éléments qui sont ceux du contexte de l'époque et qui font des appels de pied à la gauche de ce moment-là. Alors lesquels par exemple? Par exemple, la France de la Révolution, c'est explicitement un appel à ça. Il y a aussi un passage plus loin autour du fait que le clergé local ne fait rien pour les aider, par exemple, qui flatte la fibre anticléricale de la gauche, notamment radicale, mais également socialiste. Il y a des choses aussi, des allusions sur les soviétiques, qui effectivement ne sont pas les amis des Poldev, mais dans leur pays, on ne ferait pas ça depuis la Révolution, vous voyez. Donc il y a plein d'allusions, et puis il y a des allusions qui sont... Parce que c'est très intéressant à regarder comment on monte un canular, en fait. Il y a ça, c'est-à-dire qui est fait pour ceux qui sont destinés à être piégés, et puis il y a des allusions qui se lisent à un deuxième registre pour ceux qui sont les initiés, j'allais dire, ceux qui sont du camp du piégeur, ceux qui sont de l'extrême droite, qui reconnaissent des choses, et qui à la fin pourront dire, mais vous voyez, qu'est-ce qu'ils peuvent être bêtes, ça se voyait comme le nez au milieu de la figure, ils sont passés à côté. Ça prouve bien que... Donc en fait, c'est ce mélange de langues, plus le registre un peu trébuchant de cette langue qu'invente Mellet, il adorait faire ça, il adorait jouer avec cette langue-là. Et donc on a un objet comme ça qui est un peu particulier, mais qui fonctionne. Et un objet textuel en plus, qui est un piège, qui fonctionne avec des mots, qui fonctionne avec la langue. Quels députés reçoivent effectivement ces lettres? Combien d'abord? Et quel bord politique ensuite? Alors voilà. Là, on touche au fait que les archives sont inexistantes à présent et tout ce qu'on sait, c'est que tous les députés ne reçoivent pas. Mellet vise les députés de ce qu'il appelle la gauche. Donc en fait, on a des députés, en gros, du centre-gauche, enfin des radicaux jusqu'aux communistes. Combien ? On n'en sait rien. On sait qu'il y en a 15 qui se font piéger, donc il y en avait plus que ça probablement, mais on n'a pas trace il n'a pas tenu un relevé avec voilà, j'ai envoyé un tel. 15, c'est-à-dire qui répondent effectivement. Qui eux se font piéger, répondent en soutien. Et donnent leur soutien à ce peuple Poldev à un moment ou à un autre, mais 15 répondent, et puis tous ceux qui répondent pas, on ne sait pas si c'est parce qu'ils se font pas piéger, parce qu'ils l'ont pas lu, parce qu'on les a prévenus, ou parce qu'on ne sait pas. En revanche, ce qui est sûr, ce que dit Mellet, donc on est en 1929, ce qu'il dit, c'est pas seulement les députés de gauche, mais parce qu'ils seraient à gauche, d'abord parce qu'ils sont à gauche, parce qu'ils ont des valeurs, et notamment cette compassion, cet humanitarisme qui leur tient lieu d'idéologie première, et ils réfléchissent plus. Regardez, ils voient un peuple malheureux, ils y vont, ils réfléchissent plus. Mais aussi, il y avait eu un vote, il explique ça comme ça, il y avait eu un vote pour le financement des congrégations peu de temps avant, et donc les députés qui avaient voté contre le financement, sont l'incarnation de l'anticléricalisme, et donc font partie de ceux qu'il faut viser. Et on se retrouve avec une frange comme ça de 15 députés. Alors ça peut paraître peu, 15. C'est une vraie question. Est-ce que 15, c'est assez pour dire que le canular... Alors 15 députés déjà. C'est-à-dire ce que visait Mellet, c'est que ce soit des députés, pas 15 personnes qui passent par là. 15 députés. Lui, il part du principe 15 députés, c'est 15 personnes qui ont été élues dans leur circonscription par des électeurs. Donc ça engage aussi tout le régime républicain qui consiste à dire à qui on a fait confiance, pour qui on a voté. Donc on élargit comme ça. Je voudrais qu'on s'arrête sur un moment qui est peut-être le moment le plus savoureux, si je puis dire, d'un canular en général, qui est celui du dévoilement. Alors comment se passe le dévoilement du canular des Poldev? D'abord, comment cette nouvelle vraie,
pour le coup, se diffuse, par quel truchement, par quel médium, et puis surtout, comment les députés ensuite, les députés concernés réagissent-ils? Alors c'est très intéressant parce qu'en fait, dans la question, il y a une autre question qui est que ça veut dire que c'est un canular qui n'est pas seulement fait pour être un mensonge. C'est-à-dire qu'il est fait pour devenir vrai à un moment donné. Pour regarder, tout ça, c'était inventé. Donc il s'assume comme mensonge pour avoir produit une vérité qui est nos députés se font piéger. C'est un Donc, mensonge avoué, donc un canular. c'est un mensonge avoué, mais ça fait partie de l'exercice. C'est-à-dire il faut qu'à un moment donné... Et ce qu'on peut remarquer, c'est que... on peut se poser la question, pourquoi il attend qu'il n'y en ait que, pas plus que 15, et ainsi de suite. Donc il y a ça, il y a le moment du dévoilement. En fait, c'est publié à la une de l'Action française, le journal de l'Action française, pendant toute une semaine, avec un effet de dévoilement qui est à la fois extrêmement médiatique, un coup médiatique de c'est ça qu'il faut lire pour savoir ce qui s'est passé. Donc non seulement l'Action française raconte tout ce dont on vient de parler, mais publie les lettres, publie le nom des députés piégés et en tire une morale qui est pas seulement les députés sont bons à rien, ils sont idiots, pas seulement la compassion politique c'est un piège, mais aussi regardez le régime démocratique dans toute sa splendeur. Si des députés sont prêts à aller défendre la veuve et l'orphelin d'un peuple qui n'existe pas, qu'est-ce que ça dit d'un régime démocratique qui permet ça et qui s'incarne dans ses députés? Donc en réalité, il y a une remise en cause, c'est construit comme ça, très habile, une remise en cause frontale beaucoup plus efficace que des bagarres de rue du régime démocratique français. Que vise concrètement, vous l'avez un peu dit d'ores et déjà, mais que vise concrètement l'Action française? Est-ce que c'est d'abord une démarche anti-parlementariste, ou bien c'est aussi une démarche anti-gauche, si je puis dire? Il y a aussi l'objectif d'attaquer véritablement au cœur de ses valeurs, même l'adversaire politique. Il y a les deux en réalité, et il y a les deux. Pour ce qui est de l'attaque de la gauche, il y a une double attaque qui est d'abord parce que les radicaux avaient été l'incarnation du régime républicain à la fin du 19e siècle, début du 20e, au moment où l'Action française était en construction et dans le camp nationaliste se construisaient des ennemis. Voilà. Et il y a, du point de vue des députés de gauche, ce lien avec l'humanitarisme. C'est-à-dire l'un des grands ennemis que se donne l'Action française, ça a été la Ligue des droits de l'homme. Et ça a été donc non seulement les droits de l'homme, mais aussi l'incarnation de ce droit de l'hommisme, disons, on ne disait pas comme ça à l'époque, mais dans la Société des Nations, qui reprend cette idée des droits de l'homme, cette conviction, cet attachement aux droits de l'homme, dans une bureaucratie mondialisée, disons. Donc en réalité, s'en prendre à travers un canular comme celui-ci, c'est s'en prendre à la fois à la gauche, à la fois à une gauche qui représente des valeurs qui sont issues de la Révolution, les droits de l'homme, Rousseau et ainsi de suite, qui sont là aussi les ennemis jurés de l'Action française, et s'en prendre au régime qui permet ça, c'est-à-dire s'en prendre à la démocratie telle qu'elle est incarnée dans la République française, autour du fait que vous voyez bien qu'on ne peut pas faire confiance à des députés. Ce qu'il nous faut, c'est un roi. Un roi, ça ne se trompe pas. Un roi, il n'y a pas de vérité ou de mensonge. Il a raison de toute façon, quoi qu'il se passe. Et puis, l'idée que le modèle démocratique est non seulement faillible, mais qu'il est un non-sens pour les Français. C'est-à-dire qu'un Français, ça a besoin d'un roi, ça a besoin d'une monarchie, et ça ne peut pas s'accommoder d'une république. Une république, c'est balayer, dénationaliser, c'était les fameuses théories de l'Action française, dénationaliser la France en mettant à sa tête les fameux 4 États confédérés, les Juifs, les francs-maçons, les protestants, et puis les étrangers, les métèques, comme il disait. Donc en réalité, il y a cette attaque frontale, non pas simplement d'un camp, mais de tout le régime démocratique tel qu'il est pensé à ce moment-là. Au-delà du plaisir et de la jouissance de ce canular au sein des rangs de l'Action française, on l'imagine bien, quels effets, quelle résonance là aussi dans l'opinion publique, au-delà des segments classiques de l'extrême droite? Alors, la réception, c'est intéressant parce que le canular, au départ, il est connu que des députés et que de celui qui le monte. Et le moment de dévoilement fait qu'il y a une appropriation par l'univers politique, mais aussi l'univers médiatique, et on peut recomposer comme ça des camps qui se positionnent par rapport à ce qui s'est passé. Pour aller vite, on a la droite. Alors l'extrême droite est ravie. Enfin, les différentes extrêmes droites sont complètement subjuguées. Les extrêmes droites font bloc. Oui, autour de ce moment-là, autour du canular et la façon dont on peut l'interpréter comme étant. Vous voyez bien que il y a quelques dissonances autour de ceux qui se retrouvent pas dans le monarchisme en fait, qui disent il y a des nuances à trouver, le régime machin. La droite est plutôt n'en tire pas une morale antidémocratique, mais se retrouve vers, vous voyez bien qu'on a un problème avec nos députés, et notamment nos députés de gauche, on ne peut pas leur faire confiance, ils ne comprennent rien, ça dit bien quelque chose de notre moment politique. À gauche, on est plus embarrassé. À gauche, il y a 2, voire 3 positionnements. L'un qui est, on n'en parle pas.
C'est-à-dire, on passe sous silence et c'est un non-événement. Un peu ce que font les députés. Aucun des députés piégés se dit je vais me justifier. Jamais. Donc, peut-être la solution la plus facile. Hein. Peut-être, mais ça laisse un espace d'interprétation sur lequel ils perdent la main en réalité. Donc voilà. Et il y a ça, et puis il y a ceux qui disent mais les députés de droite se seraient fait prendre aussi. Ça marche pas, votre truc. C'est un faux canular. Il a aucune efficacité parce que ça nous prouve pas que voilà. Donc il y a un peu ces formes d'appropriation autour de ça. Est-ce que le fait que les Poldev n'existent pas, du point de vue presque de la philosophie politique, discrédite selon vous en profondeur ces députés qui se sont mis corps et âme à vouloir défendre le fameux peuple Poldev? C'est intéressant comme question parce que d'abord il faudrait se demander si nous on se ferait piéger. Alors c'est plus facile, on peut aller vérifier si Poldev ça n'existe pas sur internet ou autre, mais il y a une question qui se pose autour de nos propres valeurs politiques. Moi je sais que je me serais fait piéger, typiquement, mais ça veut dire quelque chose autour de ces valeurs-là. Qu'est-ce que ça nous dit du fait que le peuple n'existant pas, est-ce que l'attachement à aller du côté des opprimés contre les oppresseurs, est-ce que c'est des valeurs à mettre à la poubelle? Et une partie des députés se défend, à travers les lettres qu'ils écrivent à Mélé, mettent en avant ça. L'idée que, Poldev, parfois, ils estropient un peu l'orthographe, mais par contre, ils sont convaincus qu'ils sont du bon côté et que ces valeurs-là, il faut les défendre. Parce que c'est les valeurs de la Révolution, parce que c'est les droits humains, et puis parce que c'est une condition pour faire de la politique. C'est-à-dire c'est une condition autour de laquelle on doit se retrouver quand on veut gouverner la chose publique en France. On ne peut pas faire abstraction de ceux qui souffrent, ceux qui sont malheureux, ceux qui sont... et ainsi de suite. Donc il y a une forme de discrédit complet pour l'extrême droite, mais il y a une forme d'attachement. Alors, je le disais, ils s'en défendent jamais, donc ils le font pas à eux, mais on peut le faire un peu à leur place. Qu'est-ce que ça discrédite au fond? Est-ce que ça discrédite ces valeurs-là? Moi, je crois pas. Si j'en reviens maintenant au point de vue de l'Action française, est-ce que le rapport faussé à la vérité, est-ce que la conception même de ce type de canular était pensée, exemptée comme une partie à part entière de la guerre culturelle qu'il menait à l'encontre du parlementarisme et de la gauche? Ce qui est intéressant... Alors, oui et non. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de modèle de canular fait comme ça. Dans l'extrême droite française, de ce moment-là, il n'y a pas d'antécédent. Il y en avait eu un avant-guerre qui était plutôt de la droite modérée, dont Mélé s'inspire, et ainsi de suite. C'est pas une pratique courante. C'est pas une pratique courante, mais en réalité, de le pousser aussi loin. En revanche, ce qui est une pratique courante, c'est d'aller creuser ce qu'on appellerait du complotisme aujourd'hui. C'est-à-dire de transformer, on le voit beaucoup, et Mélé apprend à faire ça. Moi, ce que je recompose dans le bouquin aussi, c'est comment est-ce qu'il apprend cette langue qui dit, qui retransmet non pas une information, mais le fait que sous cette information, il y aurait des choses qu'on nous cache, des choses qui sont pas là, qui sont pas vraies. Et donc un rapport au réel qui est tout le temps, j'allais dire perverti, mais qui est tout le temps piégeux, qui est tout le temps, une chose se présente comme ça, attention, je vais vous montrer qu'en réalité, il y a tout à fait le contraire là-dedans. Et donc en réalité, ce rapport à la vérité ou au mensonge est dans l'extrême droite, dans l'Action française en tout cas. L'endroit où ça s'exprime le mieux, je trouve, c'est... tout ce que dit Maurras, oui, parce qu'une partie de l'Action française se retrouve à être le fer de lance de Vichy, de la collaboration. Et ce que dit Maurras au moment de la collaboration est extrêmement intéressant. Il revient plusieurs fois sur le canular et il dit, vous voyez qu'en réalité, la vérité, elle était dans notre camp. Quand on disait que la République c'était un mensonge, personne ne voulait nous croire. Maintenant, on voit bien avec le régime de Vichy que la vérité, elle est là. La vérité politique est dans ce qui s'incarne ici, dans ce qu'on a toujours défendu. Donc c'est un retournement trumpien, comme on mentionnait un peu plus tôt, ou dans le fond c'est aussi un moyen de dire le vrai, on y accède aussi peut-être par la création du faux? Alors après, Maurras, comme d'ailleurs je devrais le mettre dans le sens, Trump c'est pas Maurras, c'est-à-dire qu'il y a un rapport, il y a un rapport à la littérature, un rapport qui est beaucoup plus complexe. Mais il y a de ça, il y a l'idée que la question du vrai et du faux, alors Maurras le pousse pas jusqu'au fait de s'en débarrasser, parce que précisément ça leur est utile à ce moment-là. Donc c'est très intéressant de l'étudier sur ce que ça produit, ce que ça nous dit rétrospectivement de ce que le canular permettait de construire. Et je dis juste un mot aussi, il est intéressant que ce soit pas des bagarres de rue, mais que ce soit un canular. Pour l'Action française, ça donne une forme de normalisation qui lui permet d'être encore plus efficace dans l'attaque. Ceci est un canular, les Poldev, l'extrême droite et la politique du faux. C'est signé par vous-même, Christophe Granger. C'est aux éditions La Découverte. C'est absolument passionnant. Et merci à celles et ceux qui ont préparé cette émission. Rodi Eken, Bruno Barada, Bertie Bourdon. À la réalisation ce soir, c'était Noé Mignard, Julien Moulet à la technique.